un peu collectif de quelques organismes communautaires sur le territoire de Jeanne-Mance, qui chapeaute un projet depuis 2015 collectivement, un projet qui s'appelle le projet des outils pour les aidants et qui offre des services psychosociaux pour les proches aidants, dont des conférences grand public. Et je vais vous présenter notre conférencière Mélanie Perrault, qui est avec nous et qui est une des deux panélistes. Alors, Mélanie Perrault est la directrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec. C'est la seule organisation qui agit au niveau provincial et qui vise l'amélioration de la qualité de vie de toutes les personnes proches aidantes. Mélanie travaille avec des décideurs politiques, des médias, afin de faire connaître le rôle, l'épuisement et l'appauvrissement des personnes proches aidantes. Auparavant, elle a dirigé plusieurs projets de recherche concernant l'organisation du système de santé, les rôles et les collaborations interprofessionnelles au Québec, à titre de coordonnatrice de la chaire de recherche politique, connaissances et santé à l'Université de Montréal. Alors, Taline, je te passe la parole pour la suite des présentations. Merci Eliana. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Taline Ladayan, je suis la coordonnatrice du projet PIF pour les proches aidants de Haïdoun. Haïdoun, c'est un organisme sans but lucratif. On est financé par l'Appui Montréal depuis 2013. On offre des services pour les proches aidants d'aînés, des gens qui s'occupent de leurs aînés à domicile. Ma collègue Victoria Martineau est avec nous aujourd'hui, elle est intervenante psychosociale. On offre du soutien psychosocial, des groupes de soutien, des conférences, des séances d'information, des séances d'art-thérapie purement pour les proches aidants, des séances de cuisine interculturelle et d'autres de services de répit accessoires pour les proches aidants d'aînés. Donc, si vous ne connaissez pas Haïdoun, vous pouvez nous écrire un courriel, visiter notre page Facebook pour prendre plus d'informations. Sans plus tarder, je vais aussi, nous nous sommes présentés. Avant de présenter Maître Elengue, l'une des panélistes de ce soir, je vais aussi essayer de vous connaître, chers proches aidants intervenants. Donc, on vous lance quelques questions. Si ça vous convient, vous pouvez répondre aux questions en cliquant sur les réponses. Et puis, ça nous donnera une idée qui est avec nous ce soir, si vous allez bien, si vous connaissez le thème de ce soir, le projet de loi. Et on a une troisième question à la fin. Si vous êtes proche aidant, intervenant. Donc, on voit les résultats ensemble sur l'écran. La plupart des participants vont très bien ce soir, bien ou très bien. Non, on ne connaît pas le projet de loi, pas encore. C'est là l'objectif de notre conférence, de rendre les choses plus claires pour tout le monde. Et la majorité des participants sont des proches aidants. OK, parfait. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière, Maître Elengue, qui va présenter la première partie de la conférence. Maître Elengue dirige un cabinet juridique de litige et représente des victimes d'erreurs médicales ou leurs familles et des personnes qui font l'objet de demandes ayant trait à leur capacité ou à leur intégrité. Elle intercède en faveur du respect des droits des personnes devant les instances administratives, plainte aux commissaires locaux, enquête des coronaires, ordre professionnel, commission des droits de la personne, curateur public du Québec. Elle a développé une expertise en matière de représentation des aînés et la défense de leurs droits.
Depuis 2014, elle a publié sur les aspects légaux de la maltraitance à l'égard des aînés dans des revues prestigieuses. En 2015, elle a organisé un colloque avec l'Association québécoise des droits des retraités et pré-retraités, la QDR, portant sur le maintien à domicile des aînés en 2018. Des aînés, excusez. Plus tard, en 2018, elle a fait partie du comité d'experts du colloque organisé par Handicap Vie Dignité, ensemble vers la bientraitance visant l'amélioration de la qualité des services au centre d'hébergement. C'est juste un petit aperçu de la biographie de Maître Elengue qui est vraiment riche. Sans plus tarder, je vous cède la parole, Maître Gay. Je vais mettre mon micro muet et partager mon écran. Merci beaucoup, Taline. Merci pour cette invitation de Haïdoun avec l'orage. C'est très gentil, c'est très apprécié et je pense que tous les participants qui sont à grande majorité des aidantes et des aidants vont être intéressés de connaître effectivement l'adoption de ce projet de loi 56. J'ai fait une présentation qui est peu colorée, qui est plutôt vraiment de matériel textuel. Elle va sûrement être rendue disponible, sauf erreur, par Haïdoun. Elle va vous être transmise en format PDF, mais essentiellement, c'est la présentation que vous aurez, que vous recevrez, c'est celle que vous avez à l'écran maintenant. Donc, sans plus tarder, voyons, comme on m'alloue quelques 45 minutes, je vais tenter de respecter le temps pour que vous puissiez à la fin avoir justement une période de questions qui s'adressera à ce moment-là et à mon attention et aussi à l'attention de Mme Pérou qui va me succéder dans l'explication portant sur justement ce nouveau projet de loi. En fait, on dit nouveau, mais dans le contexte, si on regarde le contexte si on regarde par étapes, bon, d'abord, on va se faire une mise en contexte, on va définir c'est quoi la personne proche aidante, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi. Essentiellement, dans ces grandes lignes, bien, il y a une politique nationale qui vise à être adoptée relativement à la proche aidance, un comité de partenaires concernés, qui est également une innovation par ce projet de loi-là, et l'Observatoire de la proche aidance. Alors, sans plus tarder, allons voir dans une mise en contexte qui s'intéresse à la proche aidance, bien, on peut ressortir que statistiquement, on a au Québec 1 675 000 et plus personnes proches aidantes actuellement. C'est un secret de polichinelle, on le sait depuis 30 ans que ce sont majoritairement des femmes. Et ce qui, ça n'étonne pas, c'était comme ça il y a 50 ans, c'est encore ça aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de loi qui a été adopté en juin 2020 est entré en vigueur le 28 octobre dernier, quelques jours avant la semaine des proches aidants, comme vous le savez. Alors, ce projet de loi-là, qu'est-ce qu'il comporte? Voyons voir dans son préambule, dans son introduction. C'est un projet de loi, il faut vous le dire, là, que c'est une première loi en matière de proche aidance. Et pourquoi j'attire votre attention sur le préambule? Parce que le préambule d'une loi, c'est ce qui permet de mettre en contexte le fondement de l'adoption d'une loi. Alors, surtout, ici, on est face à une nouvelle loi. Ce n'est pas comme, par exemple, la loi sur les services de santé et services sociaux qui a été adoptée en 1968 puis qui a été réformée quelques fois. Ici, on a une nouvelle loi. Donc, c'est important de voir c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui est le fondement de l'adoption d'une telle loi. Bon, c'est sûr que vous suivez l'actualité, puis peut-être que vous avez eu déjà écho du fait qu'on a reconnu les proches aidants dans une politique en 2003. Mais là, on a une loi qui est adoptée. Donc, on regarde le préambule. Il faut savoir aussi que le préambule, nous, on y recourt lorsqu'on va devant un tribunal. Quand on veut, par exemple, forcer une institution, une personne morale ou une personne physique à respecter la loi. Alors, on apporte le préambule, on le montre, on l'explique pour démontrer justement l'intention du législateur. C'est la ligne directrice, c'est l'objectif qui est visé, ça devient un outil aussi, ultimement, dans l'exercice des droits. Et la loi, qui maintenant, puisque vu que le projet de loi est adopté, on parle maintenant de loi, elle comporte 5 motivations. Alors, les 5 motivations qu'on va voir l'une après l'autre. Donc, la première motivation, et je vous ai repris le texte parce que on dit toujours le nul n'est censé ignorer la loi, mais vous n'aurez pas besoin d'aller dans la loi, vous pourrez lire le document. C'est intéressant de voir que le préambule explique bien les motivations,
j'ai à peine changé le texte. Alors, ce que le texte dit, c'est qu'il est fondamental de reconnaître la part considérable des personnes proches aidantes à la société québécoise et l'aspect déterminant de leur engagement. Donc, c'est quand même, c'est comme on dit en anglais, un statement. Ces 5 motivations-là, vous allez les voir, elles se rapprochent de ce qu'on entend dans les médias, surtout avec ce qu'on vient de vivre depuis mars 2020. Ça tombe à point nommé, puis c'est une reconnaissance, puis ce sont des mots forts aussi qu'on y retrouve dans cette première motivation. La deuxième, c'est les responsabilités inhérentes au rôle des personnes proches aidantes peuvent entraîner des répercussions significatives sur leur qualité de vie, donc les proches aidants, durant et après la période d'aidance. Alors ça, c'est important parce qu'on pourrait penser, bien, les proches aidants, c'est du temps que tu fournis, tu donnes du temps à ton aidé, mais non, c'est aussi, on considère également la période après. La troisième motivation, il est essentiel pour les personnes proches aidantes de se reconnaître et d'être reconnues dans la diversité des réalités qu'elles vivent de leur parcours de vie et des contextes dans lesquels elles assument leur rôle. Alors, encore une fois, vous le savez, vos réalités sont totalement différentes l'une de l'autre. Si je m'occupe de mon jeune homme, mon garçon qui a 23 ans puis qui est handicapé par une déficience intellectuelle et une trisomie 21, c'est différent que si je suis proche aidante de ma tante qui est dans un centre d'hébergement et qui arrive en fin de vie, qui est atteinte de multiples maladies physiques et de nature de perte cognitive sévère. Alors, donc, diversité des réalités, c'est essentiel. Quatrième motivation, il y a lieu d'affirmer la volonté du gouvernement du Québec et de l'ensemble de la société québécoise de se mobiliser afin de mettre en œuvre solidairement des actions concertées visant à faire connaître la contribution des personnes proches aidantes, à la faire reconnaître et à soutenir ces personnes dans leur rôle. Alors ça, c'est le titre de la loi. Connaître la contribution, faire reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes dans leur rôle. Alors, voyez, il y a un message ici qui est dans ce quatrième paragraphe des motivations, c'est de mettre en œuvre solidairement des actions concertées, puis on va le voir plus loin dans la loi comment ça se concrétise. Mais ça encore là, c'est un statement, c'est le gouvernement qui lie le gouvernement actuel et les gouvernements qui vont suivre et la société québécoise dans son entier. Alors, la cinquième et dernière motivation, peut-être que je me suis trompée, il y avait 4 motivations, voilà. Alors, oui, voilà les multiples facettes de la proche aidance. Ici, on a un exemple qui parle par lui-même. Alors, pour la suite, on peut passer à la prochaine diapositive. La portée de la loi. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que cette loi-là va apporter à la société? Je pense que c'est nécessaire. On va lire le texte de loi, mais est-ce qu'on apporte ici un changement? Bon, alors, la loi vise la reconnaissance essentiellement des proches aidants, puis elle vise surtout à orienter les actions du gouvernement. Orienter les actions du gouvernement, c'est-à-dire, elle va, vous allez voir, diriger des actions qui doivent être prises. Donc, dans un premier temps, les nouveautés, d'abord, adoption d'une politique nationale pour les personnes proches aidantes, ce qu'on n'avait pas encore. Création d'un comité de suivi qui va être chargé de vérifier si les actions des intervenants gouvernementaux sont mises en application. Puis, institution d'un comité de partenaires concernés par le soutien aux proches. Donc, comité de partenaires, là, on ne parle pas de la chaire des aidants ou le regroupement des aidants, on parle d'un comité de partenaires concernés par le soutien aux proches. Donc, on s'aperçoit qu'on regarde la situation en se disant la proche aidance existe, on va ratisser large pour avoir tout le monde qui est capable et intéressé de mettre l'épaule à la roue et en plus connaissant. Ensuite, quant à il y a autres nouveautés qui sont très intéressantes aussi, c'est la création de l'Observatoire québécois de la proche aidance. Je pense que je vais vouloir laisser davantage Nadine en parler, Mme Pérou, puisque le RANQ, le Regroupement des aidants naturels du Québec, a développé une spécialité pour l'Observatoire et elle va être mieux outillée de vous en parler.
Et enfin, ben, le projet de loi avait aussi une autre visée, c'est-à-dire d'octroyer le ministère de la Santé un pouvoir d'inspection. On va revenir une diapositive en arrière. Oui, alors, pouvoir d'inspection des résidences privées, vous le savez, on a eu la problématique les problématiques, je devrais dire, que la pandémie a mis en lumière et l'isolement des aidants et des aidés et le retrait des aidants des milieux de vie des aidés a fait en sorte que on a mis des situations intolérables, je vous dirais, en tout cas, c'est mon point de vue, ont été mises à jour. On les soupçonnait, on les concevait, on avait des reproches, puis on le savait depuis longtemps qu'il y avait des problèmes. Et là, cette loi-là tombe à point nommé justement pour élargir les pouvoirs d'inspection dans les résidences privées pour aînés. Alors, on peut passer à la prochaine diapositive. Et là, on aborde la définition de la personne proche aidante. S'il y en a peut-être parmi vous qui aviez déjà vu la définition de personne proche aidante, en fait, ce qu'on disait auparavant, on parlait d'aidants ou d'aidantes. Il y était un temps qu'on parlait des aidants naturels. Après ça, on a parlé des proches aidants. Mais l'innovation avec cette loi-ci, c'est qu'on utilise l'expression personne proche aidante. C'est plus long, c'est plus lourd. Il reste qu'on parle de la même personne. Il reste qu'on parle toujours de cette situation-là qu'on connaît toutes ici ce soir, à savoir le rôle qu'on joue quand on apporte un soutien à une ou plusieurs membres, personnes de notre entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, d'un âge, dans un milieu de vie avec lequel on partage un lien affectif, familial ou non. Donc, l'expression consacrée de personnes proches aidantes dans la loi nous aide à uniformiser, sans parler de aidant ou aidante, mais on reste toujours avec cette définition qui est d'une personne qui apporte un soutien. Il y avait certains irritants qu'on a vécu au printemps lorsqu'on a voulu introduire et qu'on a introduit la notion de soutien significatif pour pouvoir permettre l'accès par des aidants dans des milieux de vie. La définition de la personne proche aidante ne reprend pas cette expression-là comme vous le voyez et elle est large. Donc, on pourra voir, peut-être à travers les questions que vous aurez, voir jusqu'où elle s'étend. Comme vous voyez, on est assez ouvert à inclure toutes les personnes qui, l'important, c'est de retenir qu'il y a un lien affectif, okay, qu'il soit familial ou non, qu'il y a un soutien, qui soit à l'endroit d'une personne d'entourage, qui soit à l'égard d'une personne qui a une incapacité soit temporaire, soit permanente. Mais il y a un deuxième paragraphe à cette définition-là dans la loi sur le soutien. Le soutien est apporté en continu ou occasionnel, à court ou à long terme. On avait, avec la définition qu'on avait entre les mains précédemment, qu'on avait introduite par le biais de la politique de bien-être bien-être chez soi, la politique de soutien à domicile en 2003, on avait introduit cette notion-là de soutien apporté. Mais bon, on continue, occasionnel, à court ou long terme. Bon, là, on clarifie. On clarifie aussi ce qu'on sait déjà. C'est offert à titre non professionnel. On mentionne encore une fois que c'est de manière libre, éclairée et révocable. On pourrait discuter plusieurs minutes sur l'aspect libre, parce que pour plusieurs des aidants, ce n'est pas de manière libre, c'est de manière obligée moralement, on pourrait dire comme ça. Mais on retient de tout ça que c'est aussi une option que certains, par exemple au sein de vos familles, il y en a qui s'impliquent plus, il y en a qui s'impliquent moins, il y en a qui choisissent de ne pas s'impliquer du tout, il y en a qui choisissent de ne pas soutenir. Donc, c'est là qu'on voit la notion de liberté. Donc, de manière libre, éclairée, révocable, dans le but de favoriser le rétablissement, le maintien et l'amélioration de la qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie.
Donc, ce n'est pas seulement le maintien à domicile, comme le prévoyait la politique initiale, mais dans tous les milieux de vie. On va parler beaucoup de... Hier, je parlais avec un expert que j'aurai à la cour prochainement, puis il me disait, vous savez, on parle de moins en moins de milieux de vie que de lieux de résidence. Dans la pratique, on s'en va vers ça. Parce que milieu de vie, bon, oui, mais le lieu de résidence, ça va tout inclure, que ce soit l'hébergement ou le domicile. Donc, en fait, je vous dis ça en passant, vous allez voir, ça va encore évoluer. Le langage juridique change et comme vous pouvez le constater. Alors, le soutien peut prendre diverses formes. Transport, aide aux soins personnels, travaux domestiques, soutien émotionnel, coordination des soins, des services. Vous le savez mieux que quiconque, qui téléphone pour avoir du transport adapté, qui téléphone pour avoir le service de l'ergothérapeute pour venir installer les barres d'appui, qui téléphone pour avoir un peu plus de services à domicile et beaucoup plus de services à domicile. Alors, effectivement, les formes sont diversifiées. Et autre élément important qui n'existait pas avant, c'est on reconnaît que le soutien peut entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. En fait, avant cette définition-là, je veux dire, dans les dernières années, puis c'était le cas, et moi, ma préoccupation première, je ne vous cache pas que c'est la personne aidée. C'est sûr que si tu aides l'aidant, tu aides l'aidé, généralement. Ça se comprend comme ça. Mais on a ici une structure qui fait en sorte qu'on va supporter l'aidant, puis on va prendre en considération les répercussions financières qu'elle pourrait vivre du fait de son aidance. Alors, c'est très intéressant. Vous relirez, vous commenterez, puis peut-être que vous allez avoir d'autres échanges avec vos groupes respectifs sur cette définition-là. Avançons avec la loi encore pour voir qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus après cette définition-là. Est-ce qu'on a perdu Mélanie? Okay. Alors, on introduit une politique nationale pour les personnes proches aidantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement va devoir adopter une politique nationale pour les personnes proches aidantes qui va être élaborée après consultation auprès de personnes proches aidantes, chercheurs, organismes, groupes représentants des proches aidants et des ministères et des organismes gouvernementaux. Alors, cette politique-là va devoir s'appuyer sur 6 principes. On va les énumérer. Je pourrais... Oui, donc le premier principe, c'est d'abord, puis vous allez voir, ce n'est pas pour être répétitif, mais c'est ainsi dans la loi quand même, là. On va reconnaître que l'apport des aidants ou des personnes proches aidantes est considérable et reconnaître donc le rapport est considérable et l'importance de les soutenir. Et le deuxième paragraphe, ça a été adopté après discussion en commission parlementaire sur recommandation, fort probablement du RANC, à l'effet de reconnaître que chaque personne proche aidante est une personne à part entière qui doit être traitée avec dignité et sollicitude et dont il faut favoriser la bientraitance. Alors, c'est écrit entre parenthèses amendement parce que c'est un ajout au projet de loi. Puis, c'est la loi maintenant telle qu'adoptée. Alors, vous pouvez oublier l'amendement. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on reconnaît que la personne proche aidante, elle mérite toute l'attention qu'on lui doit. C'est vrai de dire que l'aidé a des droits, mais ici, on introduit des droits de manière très certaine par rapport à la personne aidante. Être traité avec dignité et sollicitude. Troisième principe directeur, favoriser la préservation de leur santé et de leur bien-être, notamment sur le plan de la précarisation financière et de leur équilibre de vie. Alors, vous le savez toutes, mettre du temps, prendre du temps pour l'aider, pour autrui, pour la personne dont on prend soin, dont on care, bien, que ce soit 2 heures par semaine ou 100 heures par semaine, c'est déjà un investissement important et ça peut se traduire par de la précarisation financière, par une atteinte à l'état de santé ou au bien-être. Donc là, on le prend en considération. Favoriser la préservation. Donc, il va falloir qu'il y ait des mesures qui soient prises pour favoriser la préservation de la santé et du bien-être
des proches aidants. Considérer la diversité des réalités des personnes proches aidantes et de leurs relations avec les personnes aidées dans la réponse à leurs besoins spécifiques, et ce, à toutes les étapes de leur trajectoire de soutien. Depuis leur auto-reconnaissance, je n'ai pas le choix, il faut que je m'investisse, ma sœur commence à perdre ses capacités, jusqu'à leur processus de deuil. Ma sœur vit les derniers moments de sa vie, autant de la personne aidée que de leur rôle auprès de cette dernière. Donc, la politique va devoir prendre en considération la diversité des réalités que les personnes proches aidantes démontrent, révèlent, et c'est la reconnaissance de ce que nous toutes connaissons. Alors, prochain principe directeur, reconnaissance de leur expérience et de leur savoir et considération dans le cadre d'une approche basée sur le partenariat. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va, et c'est ce que je dis souvent et toujours et depuis des années, les personnes proches aidantes, ce sont les expertes de la personne aidée. Tournez-vous vers elles, écoutez-les, faites-les participer. Alors là, la politique nationale dit, oui, on va reconnaître leur expérience et leur savoir. Quand tu es 100 heures par semaine auprès d'une personne aidée, si ce n'est pas 168 heures, tu la connais et tu peux définir ses besoins et ses capacités. Et le respect, finalement, de leur volonté et de leur capacité quant à la nature et à l'ampleur de leur engagement. Donc, un droit de parole pour exprimer où je me situe par rapport à ça. Donc, la politique va devoir aussi avoir des attendus eu égard au respect des volontés des personnes proches aidantes. Alors, sixième principe directeur, faciliter et consolider les partenariats entre les ministères, les organismes et les gouvernements, et les organismes et les organismes non gouvernementaux, tant au niveau national que régional et local, en impliquant les personnes proches aidantes pour favoriser des réponses adaptées à leurs besoins spécifiques. Alors ici, ce que la politique va contenir aussi, c'est cet objectif-là de faire des partenariats entre des différents organismes publics, privés, comme on pourrait définir aussi autrement, mais surtout les organismes non gouvernementaux qui sont très connaissants, comme le RAJ, comme Haïdoun, comme beaucoup d'autres, comme le RANC, qui savent s'impliquer, qui se connaissent la clientèle, qui connaissent les personnes proches aidantes, puis qui vont à ce moment-là pouvoir participer à l'élaboration de réponses adaptées. Alors, la politique nationale pour les aidants va devoir s'appuyer sur 4 grandes orientations. C'est l'article 4 de la loi. Ces 4 grandes orientations reprennent finalement ce qu'on a vu en préambule et dans les objectifs de la loi. Donc, reconnaissance et auto-reconnaissance des proches aidants et mobilisation des acteurs concernés par la proche aidance. Donc, c'est effectivement l'idée de toujours avoir en tête que l'aidant doit être reconnu comme tel et il va falloir trouver des moyens à ce moment-là, à l'intérieur de la politique, des orientations qui vont déterminer comment cette reconnaissance-là va se réaliser sur le terrain. Partage de l'information comme deuxième orientation, promotion des ressources mises à la disposition des personnes proches aidantes et développement de connaissances et de compétences. Donc, vous voyez là, on vous reconnaît, mais il y a un appui au niveau de la promotion des ressources, au niveau de la mise à la disposition des personnes proches aidantes. Puis là, ça va être comment ça peut se rendre auprès des personnes proches aidantes, parce que c'est ça aussi l'idée. Là, on reçoit beaucoup d'informations. Ce n'est pas toujours facile d'aller les chercher. Ça prend énormément d'énergie d'aller les chercher. Donc, on va voir dans cette politique-là, sur la base de cette orientation, comment on va partager l'information auprès des personnes proches aidantes, comment on va permettre justement le recours aux ressources qui vont être mises à leur disposition. Troisième orientation, le développement de services de santé sociaux, des services de santé et services sociaux dédiés aux proches aidants, dans une approche basée sur le partenariat. Alors ça, c'est quand même intéressant de se dire que ce qu'on a reconnu tout à l'heure comme étant la nécessité de les reconnaître comme personnes qui ont aussi des droits, des besoins pour leur santé et leur bien-être, bien là, on dit, on va devoir lire dans la politique nationale qu'il y aurait moyen de développer des services de santé et services sociaux dédiés aux proches aidants. Ça va être intéressant de voir comment les acteurs, les personnes mobilisées vont élaborer ce volet-là de l'orientation
précisément portant sur les services. Enfin, développement d'environnements conciliants qui soutiennent et favorisent le maintien et l'amélioration des conditions de vie des personnes proches aidantes, notamment afin d'éviter leur précarisation financière. Alors, ça aussi, c'est un point important parce que l'expression précarisation financière n'était pas existante dans le premier projet de loi. Elle a été introduite après la commission parlementaire sur le projet de loi. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, par cette orientation-là? Bien, des environnements conciliants qui soutiennent. Donc, c'est une grande expression qui veut, en fin de compte, dire, bien, OK, il va falloir trouver des façons d'améliorer les conditions de vie pour éviter la précarisation. Donc, comment ça va s'articuler tout ça? Bien, ça va devoir découler de l'orientation. Puis, par bonheur, on aura un comité de suivi sur la politique nationale pour que, justement, cet objectif-là, cette orientation-là soit atteinte. Alors, allons voir maintenant, justement, il y aura donc un plan d'action qui va être adopté. Plan d'action, ça, c'est directement rattaché avec une politique nationale. Ce plan d'action-là va élaborer des mesures, des actions, va décrire des objectifs, des moyens de les atteindre, puis les ressources disponibles. Alors, et tout ça, ça va être accessible et visible. On va pouvoir aller sur un site, puis s'informer, puis voir, OK, qu'est-ce qui a été élaboré, c'est quoi le plan d'action, et vous allez voir que ça va également, il va devoir y avoir une mise à jour régulière. Enfin, un point intéressant, l'article 12, afin de susciter la mobilisation collective, le plan d'action doit prévoir la conclusion d'entente entre les ministres concernés et les partenaires, de même que des mécanismes de coordination et de suivi périodique des actions réalisées. Alors, ça, c'est très intéressant à mon sens parce qu'on parle de susciter la mobilisation collective. Pour moi, c'est en lien avec, OK, la société québécoise se dote d'une nouvelle loi. On est intéressé de soutenir et surtout reconnaître la proche aidance. Et donc, on veut, plus que ça, on veut prévoir des ententes qui vont avoir lieu entre partenaires et ministères et afin de susciter la mobilisation collective. La mobilisation collective, ce n'est pas exclusif aux personnes proches aidantes, c'est inclusif à la société québécoise. Alors, question quand on dit qu'est-ce que ça va nous apporter? Bien, c'est ça que ça devrait apporter, en autant qu'on ait un plan d'action solide. Alors, maintenant, dans le plan d'action, il va y avoir un suivi annuel minimum. Il va être révisé aux 5 ans. La personne qui est responsable de l'application de la loi, c'est le ministre responsable des aînés des proches aidants. Puis, il va y avoir un comité de suivi, comme je mentionnais un peu plus tôt, qui va être composé de représentants des ministères, des organismes du gouvernement et des personnes nommées par le gouvernement, qui va être chargé d'assurer le respect de la politique, des orientations, puis de vérifier les actions. Donc, une responsabilité qui va faire en sorte qu'on va avoir à l'œil justement les différents intervenants gouvernementaux, ministre des aînés, des proches aidants, ministères et organismes gouvernementaux et les ministres. Alors, les responsabilités sont définies sous chacun. Donc, la ministre des aînés, elle a des responsabilités. Les ministères ont des responsabilités. Les ministres ont des responsabilités. Ça se traduit comment dans la loi? Bien, ça se traduit par, c'est décrit de cette façon dans la loi. Et si un ministère ne respectait pas ses responsabilités de communiquer des renseignements au ministre, de prendre en compte les principes directeurs de la politique, on pourrait lui reprocher, on pourrait le blâmer publiquement, on pourrait faire intenter des procédures contre le ministère pour faire respecter la loi. Bien sûr, c'est des énergies énormes, c'est des mouvements difficiles à introduire, mais ce sont des façons de faire à l'occasion. On le voit parfois avec des mouvements comme le Conseil de la protection des malades qui fait des procédures contre les différents CIUS et même contre le gouvernement. Donc, c'est du fait des responsabilités. Qu'est-ce qui en découle? Bien, il en découle des droits. Des droits acquis, des droits aux proches aidants. Alors, il faudra avoir à l'œil ces entités-là qui sont responsables envers qui? Envers la population, envers la société et envers les proches aidants. Alors, on va aller voir après ça qu'on a introduit par cette loi-là un comité de partenaires qui a une composition, comme vous le voyez, de différentes personnes. Ce comité-là
est concerné, ce sont des partenaires qui sont concernés par le soutien aux personnes proches aidantes. Il va être, comme vous le voyez, composé d'organismes, de chercheurs et d'observateurs qui s'intéressent à la proche aidance. Alors, exemple, si vous êtes proche aidant, vous êtes intéressé de participer, bien, vous pouvez lever la main parce qu'il va y avoir au moins 4 personnes qui vont pouvoir participer. Si vous êtes un organisme non gouvernemental, bien, à ce moment-là, il va y avoir 3 personnes issues d'organismes non gouvernementaux qui vont faire partie du comité de partenaires. Le comité de partenaires, bien, lui, ce qu'il va faire, il va faire un rapport, il va devoir remettre un rapport annuel au ministre, mais ça, c'est sa composition. Quelle est sa fonction? On va le voir avec la prochaine diapositive. Alors, ses fonctions, plutôt ses fonctions, il va faire des recommandations au ministre des aînés, des proches aidants. Il va soutenir le ministre, puis il va soutenir le comité de suivi dans l'application du plan d'action puis de la politique. Il va donner son avis au ministre sur des questions qui vont lui être soumises quant à la proche aidance. Puis il va recommander à procéder à des consultations. OK, on va faire un sondage d'opinion. OK, il y en a combien ici des proches aidants? C'est quoi vos besoins? Quel est le niveau de plainte? Quelle est l'inquiétude que vous avez à formuler des plaintes pour la personne aidée? C'est quoi vos grandes préoccupations? Quels sont les besoins? Qu'est-ce que vous voudriez faire changer? Donc, ce comité-là de partenaires, il faudrait considérer que, comme proche aidant, on peut frapper à sa porte pour avoir de l'écoute et se faire entendre. Prochaine diapositive, on va faire à ce moment-là état de l'Observatoire sur la proche aidance. Alors, l'Observatoire sur la proche aidance, c'est un peu plus, comment est-ce que je pourrais vous dire, c'est moins près de ce comité-là de partenaires qui est, c'est une entité qui va collaborer également à développer tout notre concept de proche aidance au Québec. Et je crois que quand je dis concept au Québec, je pense qu'on innove. Autant ils ont innové en France avec leur loi sur le pouvoir des têtes grises, je pense. Enfin, il y a une loi sur le vieillissement en France qui est fort intéressante et fort différente de ce qu'on a ici. Bien, nous, ici, à ma connaissance, on n'a pas ailleurs au Canada ou en Europe développé cette structure-là visant à soutenir et à faire reconnaître la proche aidance. Et ici, on a un autre outil qui est l'Observatoire de la proche aidance qui est fort intéressant, qui est dans ce cas-là, un peu plus, on pourrait dire, professionnel ou dirigé par des membres, dans ce cas-ci, au nombre de 13, qui sont un peu plus spécialisés, on pourrait dire, ou plus en autorité peut-être. On a des membres des ministères, on a il y aura un directeur scientifique de l'Observatoire, un membre qui représente l'organisme qui assure l'organisation et le soutien administratif de l'Observatoire. Donc, il y a des chercheurs, comme dans le comité des partenaires. Il y a 3 membres issus d'organismes et 2 personnes proches aidantes qui offrent du soutien à des personnes aidées. Donc, on a quand même une panoplie de personnes qui sont susceptibles, 13 membres, qui vont travailler ensemble à l'Observatoire. Un comité de direction qui va être au sein de l'Observatoire va déterminer les orientations scientifiques et diriger donc les politiques et les objectifs qui vont être ensuite transmis au ministre. Alors, le ministre des aînés et des proches aidants va désigner le président et le vice-président du comité et l'Observatoire va avoir pour objectif quoi? Bien, fournir une information fiable, objective en matière de proche aidance. Donc, c'est ni plus ni moins c'est une vigie, comme on a vu. D'ailleurs, la photographie, je l'ai tirée du site du RANC. Là. Nadine, vous avez dû reconnaître. C'est un très beau choix de photo. Donc, observer qu'est-ce qui se passe, un peu comme le directeur de la santé publique observe qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a des statistiques? Quelle est l'information qui est fiable et objective en matière de proche aidance? On va observer, on va faire une vigie, on va analyser, on va partager les savoirs, puis à ce moment-là, on va avoir une information qui va être complète, qui va être suffisante, qui va être utile et utilisable. Et l'Observatoire va devoir rendre compte au ministre annuellement. Rendre compte, ça va dire qu'est-ce que j'ai fait pendant l'année, qu'est-ce qu'il me reste à faire, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, puis évidemment,
quelles dépenses ont été occasionnées par cet exercice-là. Alors, on peut regarder maintenant de façon plus précise les fonctions. L'Observatoire va recueillir, évidemment, va compiler, va analyser les données recueillies, va assurer aussi une veille de l'évolution des besoins. Aujourd'hui, quand on pense il y a 10 ans en arrière, on n'était pas du tout dans la même situation. C'est sûr que 2020 a ses particularités exceptionnelles, mais il reste que il y a une évolution. On essaie d'innover, on essaie de créer. Les besoins sont toujours là, mais on répond quand même différemment d'une décennie à l'autre, d'une année à l'autre aussi. Alors, la veille de l'évolution des besoins est nécessaire. On va aussi avoir comme fonction l'Observatoire de faciliter le transfert des connaissances au bénéfice des intervenants impliqués. Donc, l'Observatoire va devoir aussi transférer cette information, la rendre disponible. Plus on est informé, plus on se sent outillé, rassuré. Et ça, c'est important de convenir que le transfert des informations provienne de l'Observatoire et aussi des autres entités, mais que cet observatoire-là puisse diffuser, c'est fort heureux. Et faciliter des collaborations en matière d'aidance avec des institutions universitaires, des centres de recherche, des organismes du gouvernement. Il y a différentes chaires à travers le Québec. Beaucoup d'organismes qui s'intéressent et qui s'impliquent dans l'approche aidance depuis des années, vous le savez. Et donc, de mettre en commun, que ce ne soit pas des batailles de l'Université Laval ou l'Université de Sherbrooke, mais que ce soit des collaborations. Ça, c'est une bonne idée qu'on ait déterminé qu'il y a un observatoire distinct, neutre, qui va prendre en considération toute cette connaissance. Alors, en conclusion, comme vous le voyez, c'est la règle des I. Alors, on peut en tirer comme conclusion qu'on a des innovations importantes avec ce projet de loi, cette loi qu'on vient d'adopter. On voit aussi que le projet de loi interpelle des personnes et des organismes concernés par l'approche aidance. Donc, pas seulement les organismes, pas seulement les personnes, mais toutes ces personnes-là sont interpellées. On voit aussi qu'on impose des devoirs au ministère qui vont devoir respecter la politique nationale et qui vont être regardés à la loupe par le comité de suivi. On le souhaite. On introduit aussi une reconnaissance officielle des personnes proches aidantes, comme je le disais au début. Et ça, c'est heureux parce qu'il va falloir se le dire, il faut se convaincre, la connaissance engendre la confiance, il faut se le dire. Si je suis proche aidante, j'ai aussi des droits. J'ai le droit d'être écouté, j'ai le droit de demander des services, j'ai le droit d'être entendu, j'ai le droit d'être reconnu et d'être respecté. Vous le voyez, c'est écrit dans la loi. Bien des proches aidants que je connais dans les différentes situations, même pas litigieuses, au quotidien, mais litigieuses aussi parce qu'on se retrouve souvent devant les tribunaux avec cette question-là. Certains n'arrivent pas à se faire reconnaître et n'arrivent pas à soutirer les services nécessaires pour la personne aidée. Alors là, il faut se le dire, il y a une reconnaissance officielle des personnes proches aidantes et il ne faut pas se gêner de le dire et de s'en servir. Alors, c'est une inspiration vers un soutien plus clair aux personnes proches aidantes et aux personnes proches aidants. Et je pense qu'il faut se dire, se donner confiance pour l'avenir et puis ne pas s'inquiéter d'utiliser l'expression personne proche aidante et ne pas s'inquiéter et surtout de marcher la tête haute parce que maintenant, il y a une reconnaissance qui fait en sorte que non seulement elle est officielle, mais aussi il y a un soutien qui doit venir avec. Alors, c'est heureux. Alors voilà, c'était ma présentation. Et ce n'est pas tout de suite à vous la parole parce que je pense qu'on va parler, on va laisser céder la parole à Mme Perroux. Oui, merci, Maître Gay. Madame Perroux, c'est à vous la parole et puis on va prendre les questions à la fin de la présentation de Madame Perroux.
Puis on prend les questions aussi dans le chat. Donc n'hésitez pas à poster vos questions dans le chat et on va les lire à haute voix à la fin de la conférence. Mais, bonsoir, merci d'être encore là à cette heure. Merci au Raj et à Aïdoun d'avoir organisé ce webinaire. Rapidement, je voulais vous présenter le RANC, le Regroupement des aidants naturels du Québec. Donc, nous, on existe depuis 2000. On a été créé par des organismes comme le Raj et Aïdoun qui, dans le fond, voulaient se donner une voix commune pour aller justement défendre les droits au niveau collectif des personnes proches aidantes. Et on a 3 mandats principaux. Le premier, c'est de soutenir nos organismes membres dans leurs besoins au quotidien. Donc, eux, ils offrent des services directs aux proches aidants. Nous, on fait seulement de l'information et de l'orientation quand les personnes nous appellent. On a un mandat de sensibiliser la population, les décideurs et les employeurs. Vous voyez par exemple là la petite vignette de la Semaine nationale de cette année où notre slogan c'était « Aimer sans s'épargner », à la fois sans s'épargner physiquement et à la fois sans s'épargner financièrement. Et puis, on a un mandat de promouvoir et défendre les droits des personnes proches aidantes. Donc, promouvoir, c'est informer de ces droits-là et les défendre, c'est justement comme dans le cadre de la loi 56 où on a énormément travaillé pour bonifier cette loi-là, sachant que cette loi, elle ne vient pas de nulle part, je vous en reparlerai un peu plus tard. Quelques constats sur la proche aidance, Madame Glel a dit, c'est un Québécois sur 4 qui assure le rôle de proche aidant en 2012. Ça veut dire qu'on ne sait pas dans le temps combien de Québécois vont être concernés par la proche aidance parce qu'on peut être proche aidant quelques mois et on peut l'être parfois 30 ans et plus. On met en général 2 ans avant de se reconnaître comme proche aidant. Il y a même des personnes qui mettent toute leur vie avant de le réaliser ou qui ne le réalisent jamais. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a différentes façons de situation de proche aidant. Il y a les aînés qui sont proches aidants d'aînés, ça c'est l'image un peu historique qu'on a. Il y a aussi des adultes qui sont proches aidants d'aînés, mais il y a aussi des enfants qui sont proches aidants. Donc pour un tiers, ils sont proches aidants de leurs parents ou de leurs grands-parents ou d'un frère ou d'une sœur. La proche aidance, c'est effectivement encore majoritairement féminin, même si on commence à arriver vers une zone paritaire en termes de chiffres. En termes de tâches, par contre, on n'est pas du tout dans une zone paritaire. Les femmes font encore plus d'heures, s'occupent de tâches plus complexes dans l'organisation des soins, qui a un impact plus grand sur la charge mentale. C'est ce qui explique aussi qu'elles vivent plus de détresse, d'impact au fait d'être proche aidant. Et elles sont plus nombreuses, elles sont 43,2% à estimer qu'elles n'ont pas eu le choix d'assumer ce rôle, alors que les hommes sont 37%. Donc tout à l'heure, on parlait un peu du choix libre, éclairé, révocable. On voit qu'on en est loin et globalement, c'est lié à différents facteurs. C'est lié au fait d'être présent le jour où un diagnostic est posé. C'est lié aussi au fait que dans la famille, on considère encore trop souvent que c'est aux femmes de faire tout ce qui concerne les soins à la personne, aux aînés, aux parents, etc. Et puis, pareil, quand c'est des enfants en situation de handicap, c'est encore la mère qui est le plus souvent concernée. C'est aussi lié à différents facteurs sociologique, dans le fond, étant donné que, par exemple, les femmes ont souvent des salaires plus faibles ou des carrières qui sont jugées moins importantes, eh ben, on trouve ça normal que ce soit elles d'arrêter leur carrière pour prendre soin des parents dans la famille. Au niveau du travail, 57% des proches aidants travaillent, soit à peu près un salarié sur 3, et alors qu'ils permettent d'économiser entre 4 et 10 milliards de dollars par année au gouvernement, eh ben, ils vivent, eux, de l'insécurité financière à 20% et une réduction des heures de travail qui est estimée à 16 000 dollars par année en moyenne. Puis ça, c'est sans compter les frais additionnels de 7 600 dollars en moyenne par année. Et au niveau du crédit, par exemple, d'impôt fédéral, donc au niveau du Canada, ils sont 3,6% des personnes proches aidantes
touche ce crédit d'impôt-là, puis ça rembourse seulement 18% des dépenses. Et au niveau provincial, c'est pas beaucoup mieux, là. C'est 5,6% des proches aidants qui le touchent, puis c'est 557 $, là où le maximum, c'est plus que 1000 à l'époque, en 2017, de cette statistique-là. Donc, on voit que le crédit d'impôt loupe leur cible, ce qui amène cette précarité financière là, qui est abordée dans la loi, qui a été une de nos demandes d'ailleurs. Rapidement, l'exemple de la pandémie, on a fait un sondage pendant juste après le premier confinement. On va sûrement en faire un là, dans les prochains temps qui va reprendre les mêmes questions plus ou moins. Ce sondage-là, au départ, était vraiment pour nous, le rang, quand on faisait des représentations auprès du ministère des Aînés et des proches aidants ou auprès du ministère de la Santé. Et on s'est rendu compte que même nous, on avait sous-estimé certains facteurs. Je ne veux pas rentrer dans le grand détail, mais c'est pour dire toute l'importance de reconnaître les personnes proches aidantes. C'est que pendant la pandémie, il y en a 28% qui n'ont pas reçu de soutien alors qu'ils en avaient besoin. 22% auraient aimé de soutien aux tâches ménagères. Or, c'est la première chose qui a été coupée. Ils sont seulement 4% à l'avoir obtenu. Et ça a été coupé parce que ce n'est pas considéré comme médicalement indispensable. Sauf que oui, on peut vivre dans une maison pas propre pendant 2-3 semaines, mais au bout de quelques mois, ça commence à être problématique. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, il n'y a pas eu de discussion entre les proches aidants, les usagers et le réseau de la santé, à savoir, bon, on ne peut pas vous donner le nombre d'heures que vous aviez auparavant, c'est quoi que vous estimez nécessaire, c'est quoi que vous estimez non nécessaire. Encore une fois, on a vu aussi, il y avait beaucoup de demandes au niveau du répit à domicile et du répit hors domicile, ce qui a peu été amené pendant la première vague, qui est plus présent là dans cette deuxième vague, même si c'est loin encore d'être parfait. Tout ça, ça a amené bien sûr un épuisement physique, un épuisement mental. Et puis, ça a aussi amené un épuisement, un appauvrissement en fait. Et si je vous en parle, c'est parce que je pense que c'est révélateur de certaines recommandations que le rang qu'on a sur le long terme. Donc déjà, il y a une augmentation des dépenses. 20% ont vu leurs dépenses augmenter de presque 900 $ pour la période des 3 mois. Et puis, la plupart des proches aidants qui travaillaient ont continué de travailler, en fait, souvent en télétravail avec la personne dont ils s'occupaient juste à côté. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont 64% à n'avoir eu aucune aide financière pendant ce temps-là. Donc, soit c'est parce qu'ils ont pu quand même continuer de travailler un nombre d'heures suffisant, ou en tout cas qui ne permettait pas de dire complètement ça vaut plus la peine et je quitte mon emploi ou je me mets sur la PCU, soit qu'ils étaient eux-mêmes retraités. Fait qu'on voit vraiment qu'aujourd'hui, le soutien passe à travers le remplacement du revenu du travail et encore une fois, on loupe notre cible parce que la plupart des proches aidants n'y ont pas le droit ou ne les demandent pas. Enfin, sur la seconde vague, il y avait beaucoup d'inquiétudes. 51% craignaient que leurs proches tombent malades, 49% craignent qu'eux-mêmes tombent malades. Et ce qui nous semble très important, c'est que c'est surtout les personnes à domicile qui ont répondu à ce sondage-là. Ils étaient à peu près 60%. Alors qu'en ce moment, depuis la première vague, il y a beaucoup d'emphase sur les proches aidants de personnes en CHSLD qui vivent beaucoup de détresse, qui vivent beaucoup de situations compliquées. Là, je doute absolument pas de ça. C'est juste qu'on voit qu'il y a vraiment une invisibilité de tout le travail, donc de ce travail invisible qui est fait à la maison, soit au domicile de la personne aidée, soit au propre domicile de l'aidant parce qu'il habite avec l'aidé. En 2018, en fait, le RANC, on a proposé une stratégie nationale qui décrivait 5 principes sur lesquels devrait s'appuyer une politique gouvernementale de soutien aux proches aidants. Et vous allez voir, si j'en parle, c'est parce que ça fait longtemps, nous, qu'on travaille sur un projet de loi ou une politique. On n'avait pas vraiment d'a priori sur le sujet, mais ça a été largement utilisé pour rédiger la loi 56. Donc, nous, on voulait vraiment qu'il y ait un changement de culture au niveau du réseau de la santé, mais aussi dans d'autres milieux. On voulait qu'on arrête d'être centré sur les besoins de la personne aidée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, loin de là, mais c'est simplement que souvent, ce qu'on voyait, c'est qu'on attribuait
un peu de soutien à la personne proche aidante, non pas en fonction de la situation de la personne proche aidante, mais en fonction du diagnostic qui était posé. Par exemple, votre maman, elle a Alzheimer, bing, vous avez le droit à 14 heures de soins à domicile par semaine. Oui, mais peut-être que vous travaillez ou vous avez vous-même des enfants en bas âge, fait que vous auriez besoin de plus. Mais ça, on ne va pas forcément en tenir compte parce que, dans le fond, c'est vraiment le diagnostic qui compte et non pas votre situation. Donc ça, c'était une note préalable un peu. Puis nous, on abordait déjà le choix libre, éclairé, révocable. À cette époque-là, quand on a commencé à dire le choix révocable, ça a beaucoup fait parler. Il y a beaucoup de proches aidants, entre autres, qui n'étaient pas d'accord avec ça et on est tout à fait... on comprend tout à fait l'idée morale qu'il y a en arrière de la proche aidance. Simplement, pour nous, c'était un peu une provocation aussi pour dire, il faut arrêter de penser que les proches aidants, ils sont acquis et qu'ils seront toujours là pour assumer ce que le réseau de la santé ne peut pas faire ou ce que d'autres membres de la famille ne peuvent pas faire. Et pour nous, c'était aussi une façon de dire, ça prend des discussions dans les familles, ça prend aussi la possibilité pour un proche aidant qui... lui-même est né et commence lui-même à avoir des problèmes de santé ou est une maman qui est enceinte de nouveau, de pouvoir dire, moi, mon rôle, je ne peux plus le tenir à la même hauteur, j'ai besoin d'être relayée. On appuyait déjà sur l'expertise des personnes proches aidantes. Madame Gay en a parlé tout à l'heure, quand vous êtes au quotidien avec, vous savez mieux que quiconque l'effet qu'un changement de médicament, un changement de préposé aux bénéficiaires fait sur le niveau d'anxiété, la capacité de s'organiser, etc., etc. Nous, on allait aussi sur l'évaluation régulière des personnes proches aidantes et le droit au service. L'évaluation régulière, c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est quoi la situation de la personne proche aidante? Sa situation, comment elle est entourée par les autres membres de la famille, mais aussi est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle-même a des problèmes de santé? Comment elle se sent dans ce rôle-là? Et ça devait être une évaluation régulière parce que l'état de santé de la personne qu'on soutient peut évoluer dans le temps. Au début, par exemple, d'une maladie neurodégénérative, quand c'est diagnostiqué à temps, le besoin de soutien est plus faible que complètement à la fin. Donc, on voulait vraiment mettre de l'avant le fait qu'on ne peut pas se contenter au moment d'un diagnostic de faire une évaluation puis de penser que ça s'arrête là. Et puis, donc, le droit au service, il y en a vraiment beaucoup de services. Je ne vais pas tous le lister, mais je vais vous faire un point après. Et puis, la quatrième principe, pour nous, c'était la lutte contre la précarité financière. À ce moment-là, on disait la lutte contre l'appauvrissement même, parce que c'est un peu les chiffres que je vous ai montrés tantôt. Et dans les chiffres qu'il n'y a pas, c'est que, par exemple, toutes les heures de travail que vous réduisez, c'est autant que vous n'aurez pas à votre retraite. Fait qu'à quelque part, être proche aidant, c'est non seulement un appauvrissement sur le coût, mais c'est aussi un appauvrissement sur le long terme et ça va vous amener éventuellement à être vous-même usager du système de santé. Fait il y a différents chiffres aussi qui nous montrent ça, mais ne rien faire aujourd'hui pour soutenir les proches aidants, au final, ça coûterait plus cher au réseau de la santé à la fin, au bout du bout. Là. Enfin, nous, on voulait vraiment développer les connaissances et les synergies entre les milieux créateurs de connaissances, que ce soit les organismes communautaires, les réseaux de la santé et les chercheurs. Et on avait amené l'idée de l'Observatoire de la proche aidance qui se retrouve globalement dans la loi. Fait que c'était vraiment, on voyait vraiment cette politique comme valoriser, mais épauler aussi les proches aidants, pas juste leur donner une bonne tape dans le dos, oui, vous existez, voilà la définition, mais aussi amener du soutien. Et puis, on voulait vraiment inclure tous les proches aidants de 8 ans à 100 ans et même plus, là, peu importe la maladie, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une loi qui a été faite en 2009 qui donnait un fonds de soutien aux proches aidants d'aînés, et ça a créé des inéquités pour un rôle qui est au final assez semblable. On voulait aussi que ça soit tout lieu de vie qui soit considéré parce que là, la pandémie a mis beaucoup l'accent sur les CHSLD, mais auparavant, le réseau de la santé, par exemple, ne vous considérait pas comme un proche aidant si vous aviez confié votre personne en hébergement. À partir du moment où elle n'habitait plus chez vous, vous n'étiez plus proche aidant, vous n'aviez plus le droit à du soutien.
Enfin, on ne voulait pas diviser la proche aidance en maladies et donc créer des silos et avoir des différences. Aussi, déjà qu'il y a des différences entre régions, fait qu'on ne voulait pas en plus avoir des différences entre maladies, déficiences intellectuelles, etc., etc. On avait, et on l'a toujours, je vous en parlerai un peu, l'idée d'une équipe proche aidante plutôt que une personne proche aidante seulement. Et puis, vraiment aussi d'englober toutes les sphères de la vie des proches aidants, donc l'épuisement, l'appauvrissement, le début de l'aidance à la post-aidance quand la personne est décédée ou que le proche aidant décide d'arrêter d'être proche aidant pour x, y raison. C'est quand même tout un processus qui nécessite du soutien. Donc, c'est ça un peu que nous, on amenait dans cette politique-là. Et au moment de la loi 56, on a été vraiment content de voir qu'une grande partie de nos recommandations de la politique, de la stratégie nationale, se retrouvait dans la politique, entre autres le fait qu'elle s'adressait à toutes les personnes proches aidants, même celles qui s'occupent d'une personne avec un trouble de santé mentale. Fait que ça, on était vraiment contents. On était aussi, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'est quoi? Pourquoi faire une loi? Pourquoi pas juste une politique ?» Madame Gay en a beaucoup parlé, puis je suis contente qu'elle le dise, mais nous, on trouvait ça vraiment bien parce qu'effectivement, on va pouvoir faire des actions contre le gouvernement si il ne suit pas les principes de la loi, alors qu'avec une simple politique, ça peut être tabletté n'importe quand. D'un gouvernement à l'autre, on peut enlever la précarité financière, par exemple, on peut enlever le droit à la bientraitance, on peut faire tout ce qu'on veut, alors que là, c'est dans la loi et à quelque part, les futurs gouvernements ont les mains liées. De la même façon, tous les ministères doivent appliquer cette loi, que ce soit le ministère du Transport pour ce qui est le transport adapté. En fait, chaque ministère aujourd'hui doit considérer l'impact de ces lois pour les personnes proches aidantes. Un exemple très concret, la loi sur le taxi qui a été votée il y a quelques mois, à peu près 1 an et demi, je pense. S'il y avait eu la loi 56 à ce moment-là, ça aurait obligé le ministère du Transport à évaluer l'impact sur le transport adapté et donc sur les proches aidants et par répercussion dans ce cas-là sur les personnes en situation de handicap, sur les personnes aînées qui en ont besoin. Et on n'aurait peut-être pas vu toutes ces difficultés-là qui ont popé là, suite à cette loi. Ça aurait été pris en compte dès le début de la rédaction de la loi et donc forcément la loi aurait été bonifié à ce niveau-là. Effectivement, la loi oblige d'avoir une politique nationale dans maximum 6 mois et un plan d'action maximum 6 mois après cette politique nationale-là. Tout ça va être revu tous les 5 ans et je vous dirais que la grande amélioration de cette loi, c'est que c'est pas juste, quand il va y avoir une révision de l'impact de la loi, ça va pas seulement être est-ce qu'on a mis en place tel système? Check. Est-ce qu'on a mis en place l'évaluation des personnes proches aidantes? Check. Non, ça va être OK, on a mis en place l'évaluation. Qu'est-ce que ça a réellement changé sur la vie des proches aidants? Qu'est-ce que ça a réellement changé, je sais pas moi, le crédit d'impôt qu'on a bonifié? Est-ce que ça a réellement changé quelque chose sur leur précarité financière? Fait que cette loi-là, elle vient obliger aussi une évaluation de l'impact de la politique nationale. Et ça, c'est relativement nouveau. Il y a très peu de lois qui font ça au Québec. Je ne vais pas revenir sur les instances, on vous les a déjà présentées. Donc, je vais juste vous reparler des bonifications. Donc, ce qui ont été amélioré dans la loi par rapport à comment elle était écrite initialement. C'est vraiment, oui, il y avait une définition large des personnes proches aidantes, mais nous, en fait, au RANC, on a fait 2 sondages avant d'écrire notre rapport. On est allé questionner différents organismes communautaires qui offrent du service aux personnes proches aidantes. Des personnes proches aidantes de personnes en santé mentale, des parents d'enfants en situation de handicap, des parents d'adultes en situation de handicap, des proches aidants d'aînés. On est vraiment essayé d'aller le plus large possible et on a aussi offert cette possibilité-là à des personnes proches aidantes. Et ce qu'on s'est rendu compte, qu'il y avait des choses qu'on savait déjà parce que depuis la stratégie nationale qu'on avait sortie en 2018, on avait eu beaucoup de retours sur notre propre définition.
Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des personnes, juste donner les tâches que fait un proche aidant, c'est pas suffisant. Les gens ont besoin de voir écrit les répercussions que ça peut avoir pour pouvoir conscientiser qu'ils sont proches aidants et pas juste une fille qui aide sa mère ou une maman qui prend soin de son enfant. Fait que ça, c'est pour ça qu'on a insisté là-dessus, c'est pour ça qu'on est content que la loi a été modifiée sur ce sujet-là. L'autre chose aussi, c'est que, et ça c'est une expérience qu'on a vécue au rang, qu'on a été interpellé dans un procès comme expert, et ce qu'on a réalisé aussi à ce moment-là, qui venait corroborer certains feedbacks qu'on avait de différents organismes, c'est que à quelque part, même si on ne choisit pas d'être proche aidant, à partir du moment où on l'est, on poursuit certains objectifs. Et ces objectifs-là, ils sont importants parce que dans le fond, si on n'est pas capable de réaliser ces objectifs, il y a un risque accru de dépression, il y a un risque accru d'épuisement, il y a un risque accru de deuil difficile au moment de la post-aidance. Et ces objectifs, on peut ne pas les réaliser, soit parce que nous-mêmes, en fait, on est trop épuisé, trop fatigué, ou parce que le réseau de la santé nous offre pas les soutiens dont on a besoin, ou parce que notre employeur ne nous permet pas de concilier nos rôles, etc., etc. Fait qu'il y a différentes barrières à la réalisation de ces objectifs-là. Or, c'est probablement l'atteinte de ces objectifs qui va aider la personne proche aidante à mieux, être mieux dans son rôle. L'autre raison aussi, c'est que il y a beaucoup de personnes proches aidantes qui ont des objectifs qui sont par contre irréalistes. Je pense par exemple à oui, je lui ai promis qu'elle elle mourrait à la maison, elle ne mourrait pas dans un hôpital. C'est vrai qu'à un moment X, on pense qu'on est capable, qu'on va avoir le soutien pour le faire. Malheureusement, dans la plupart des cas, en fait, la majorité des cas, c'est très peu faisable. D'une part parce que la maladie évolue de certaines façons, que les soins deviennent plus intensifs. D'autre part parce qu'on s'épuise en tant que proche aidant. Le réseau de la santé n'a pas forcément du soutien à nous offrir au bon moment ou de la bonne manière. Et donc, il y a beaucoup de proches aidants qui finalement ne pouvaient pas maintenir cette promesse. Et il y avait une grande frustration, détresse à cause de ce bris de parole-là. Et pour nous, c'est aussi une façon d'intervenir. Les intervenants qui sont là ce soir doivent sûrement faire ça assez régulièrement, de ramener l'objectif à quelque chose de faisable. Et pour nous, d'écrire ces objectifs-là dans la loi, c'était aussi une façon d'aller questionner les pratiques qu'on a pour justement amener une plus grande réflexion, un plus grand réalisme. La loi 56 oblige tous les gouvernements à favoriser la santé, le bien-être et le maintien de l'équilibre de vie. Au moment où la loi a été déposée, il n'y avait pas de référence au soutien financier à la conciliation proche aidance, travail, études. C'est chose faite avec le soulagement de la précarité financière comme un principe directeur. On a été nombreux sur les groupes qui sont passés en audition à le mettre de l'avant et on est très contents. Enfin, on parlait le fait que les proches aidants puissent choisir l'ampleur de leur soutien, mais on n'indiquait pas si c'était possible de révoquer son soutien. Maintenant, c'est dans la définition. Et pareil, il y a eu une augmentation du nombre de proches aidants représentés dans les différentes instances là que Mme Gay vous a présentées tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur la définition, elle vous a été quand même bien présentée tout à l'heure. Je veux juste revenir sur les objectifs dont je parlais. Malheureusement, un des objectifs que nous, on mettait de l'avant n'a pas été retenu. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Peut-être, j'ai un peu loupé ce bout-là dans les débats de l'étude article par article. Mais donc, les 3 objectifs, c'est favoriser le rétablissement de la personne aidée quand c'est possible. Et ça, par exemple, ça va chercher beaucoup les proches aidants de personnes en santé mentale.
c'est maintenir ou améliorer la qualité de vie, que ce soit à domicile ou dans d'autres milieux de vie. Fait que là, on allait vraiment vers, quand on veut améliorer la qualité de vie, c'est le cas pour des personnes aînées, c'est aussi le cas, par exemple, pour un enfant qui a une déficience intellectuelle. Lui, il n'est pas en perte d'autonomie, il est en gain d'autonomie. Fait qu'il fallait pouvoir montrer ça aussi. Et puis, le point que nous, on voulait voir ajouté, qui n'a pas été retenu, c'était de permettre de favoriser, en fait, parce que, comme je disais, il ne faut pas se mettre une obligation de résultat à ce niveau-là, mais de favoriser une fin de vie dans la dignité de la personne accompagnée. Alors, que sait-on de la politique et du plan d'action? La politique, elle est quand même largement écrite. Nous, on nous le dit en tout cas depuis mars, qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà sur le papier assez concrètes. Ils attendaient d'avoir, dans le fond, les amendements de la loi pour savoir comment ça allait changer certaines choses. Dans la loi 56, l'article 43 amène qu'est-ce que le premier plan d'action devrait inclure au minimum. Ça ne veut pas dire qu'il y aura seulement ça. Ça veut dire que c'est des grands sujets qui ont été débattus par les députés suite à la venue des groupes comme les nôtres ou suite à des discussions qu'ils ont eues avec, par exemple, la population de leur comté. Donc, dans le fond, les grands sujets, c'est donc il faut évaluer les besoins des personnes proches aidantes, et que c'est les SUS et les CIS qui doivent le faire, et amener un plan d'accompagnement, de soutien aux personnes proches aidantes. Il y a l'idée d'évaluer la pertinence, la faisabilité d'un statut légal où on verrait clairement les droits, mais aussi les obligations des personnes proches aidantes. Il y a réviser les orientations de l'appui pour les proches aidants qu'elles font, dont je vous parlais tout à l'heure, et prolonger son financement. Fait que c'est une bonne nouvelle parce que tant le RAJ que Haïdoun sont financés, je pense, majoritairement par eux. Et puis, il y a évaluer la pertinence, la faisabilité d'un registre pour les personnes proches aidantes. Ça, c'est beaucoup lié à ce qu'on a vu pendant la pandémie, surtout au moment de la deuxième vague, où il y a des établissements de soins de longue durée qui ont demandé à des proches aidants leur carte de proche aidant ou de prouver d'une quelconque manière qu'ils étaient proches aidants. Mais ça n'existe pas aujourd'hui, on n'a pas ça. Fait que là, ils veulent regarder est-ce que ce serait utile de le faire. Point à surveiller, donc l'Observatoire, il réunit des acteurs participant à l'excellence clinique dans le domaine santé et services sociaux. Nous, il y a 2 points qui nous paraissent importants là-dedans et pour lesquels on va vraiment travailler fort là, pour le plan d'action, c'est que les organismes communautaires, ils ne sont pas mentionnés là-dedans. Or, si les recherches montrent quels sont les meilleurs services, le meilleur soutien à donner aux personnes proches aidantes, s'ils transmettent ces informations-là aux cliniciens du milieu de la santé, c'est très important qu'ils le transmettent aussi aux organismes communautaires parce que la majeure partie du soutien aujourd'hui aux proches aidants est à travers les organismes communautaires. L'autre chose aussi, c'est tout ce qui concerne qui n'est pas du domaine de la santé. Par exemple, tantôt, je parlais de la précarité financière, je parlais des crédits d'impôt, etc., etc. Aujourd'hui, on nous demande souvent « Qu'est-ce que vous aimeriez au niveau financier? » Puis moi, je ne suis pas capable de répondre parce que je peux bien dire, ce que je peux dire, c'est le crédit d'impôt, ça ne marche pas. Il faut qu'on arrête de dire que c'est ça notre soutien. Ça ne marche pas, il n'y a pas assez de monde qui l'ont, c'est pas suffisant. En plus, ça arrive à la fin de l'année, il y a trop de critères. Bon, oui, on pourrait améliorer les critères, mais est-ce que ce serait mieux? Pas forcément. Souvent, je dis une allocation aux proches aidants. Mais là, quel montant on donne? Parce que, par exemple, si on donne seulement, là, par exemple, Québec solidaire avait fait une annonce récemment en demandant qu'il y ait une allocation de 200 $ qui soit donnée aux personnes proches aidantes pendant la pandémie pour compenser les dépenses additionnelles. Et il y a beaucoup de proches aidants qui ont dit, mais mon travail vaut plus que 200 $. Fait qu'il y a quand même un effet dans le montant qu'on pourrait donner d'une allocation où c'est un peu des fois rajouter de l'injure à l'insulte. L'autre chose aussi, c'est, par exemple, si ça devient l'équivalent d'un vrai salaire, l'impact risque d'être très important pour les femmes parce que ça va favoriser le fait qu'elles retournent à la maison s'occuper des vieux et des aînés plutôt que d'avoir une carrière professionnelle. Donc, il y a vraiment tout plein de détails comme ça qu'il faut regarder et pour nous, l'Observatoire des proches aidants devrait permettre ça et aujourd'hui, on n'en est pas certain que dans la manière dont c'est écrit, ça va permettre ces recherches-là.
Enfin, on reconnaît l'expertise des personnes proches aidants, mais dans le projet de loi, il n'y a rien qui nous dit qu'on va faire référence à des proches aidants dits secondaires ou à une équipe de proches aidants. Vous êtes sûrement, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis tout seul dans ma famille à tenir ce rôle. Oui, sauf qu'il y a différentes raisons pour lesquelles vous êtes tout seul. D'une part, parce que le réseau de la santé ne reconnaît pas d'autres proches aidants que vous. S'il le faisait, peut-être que d'autres se sentiraient plus impliqués. Souvent aussi, vous allez avoir des formations sur la maladie, sur comment prendre soin de votre proche, etc. Les autres non, fait qu'ils vont se sentir moins compétents, fait que ça va moins leur donner envie de vous soutenir. Donc, il y a tout un réseau à construire autour de la personne proche aidant et ça passe à travers le soutien des personnes proches aidantes dites secondaires. On reconnaît l'aspect transversal, on oblige les ministères à tenir compte de la proche aidance, mais on le voit, nous, dans nos contacts au niveau politique, il y a beaucoup de ministères qui ne savent pas réellement c'est quoi les proches aidants, c'est quoi qui a un impact sur eux. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait une analyse comparée selon les sexes plus, en fait, pour pouvoir vraiment regarder au niveau de la proche aidance, est-ce que telle action a plus d'effet ou moins d'effet sur les femmes, sur les hommes proches aidants, sur les proches aidants issus d'immigration, sur les proches aidants LGBTQ, etc., etc. L'amendement qui a été déposé là sur le fait que les proches aidants doivent être traités avec bienveillance et sollicitude, c'est effectivement une de nos demandes. Malheureusement, on avait aussi demandé qu'avec ça aille un plan de lutte contre la maltraitance et ça n'a pas été adopté. Les autres, je vais passer là pour ce soir, on en a déjà parlé. Donc, dans nos revendications, dans ce qu'on veut vraiment porter pour les prochains temps, il y a l'idée de le choix. J'ai un peu parlé de l'idée du révoqué. Je pense qu'il faut aussi parler de l'idée de libre, parce que pour être libre, il faut avoir des options. Or, aujourd'hui, si ce n'est pas vous qui le faites, il n'y a pas vraiment de lieux de vie qui sont satisfaisants. Si vous ne faites pas tel service, tel soin, ben, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour vous remplacer. Donc ça va vraiment dire qu'il faut développer les services pour permettre ce libre choix-là. On ne peut pas juste dire ben, vous avez le choix. Non, au bout d'un moment, il y a la morale qui part là-dedans et donc vous n'avez pas le choix si on ne vous propose pas des alternatives. Et puis, pour être éclairé, il faut connaître les options. Donc, or, on se rend compte que la majorité des personnes proches aidantes, d'une part, savent pas qu'elles sont proches aidantes, d'autre part, ne connaissent pas leurs droits. Fait qu'il va vraiment falloir très fortement insister sur ces droits-là dans les prochains temps. Au niveau de l'expertise, les proches aidants agissent beaucoup comme coordinateurs de soins. Ils savent qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Donc, pour nous, ils doivent être pris en compte dans les plans d'intervention. Et en cas de désaccord entre la personne aidée et la personne proche aidante, nous, ce qu'on ne veut plus, c'est que on dise, ben, dans le fond, désolé, madame la proche aidante, mais moi, je vais juste suivre ce que l'usager veut. Non, il faut vraiment essayer d'aller vers un dialogue, vers une discussion, des négociations pour que ça soit un gagnant-gagnant et pas, ben, tant pis pour vous, vous ne vouliez pas donner le bain, mais comme il ne veut pas te préposer aux bénéficiaires pour le faire, ben, ça va être vous quand même. Là, il va falloir à la fois développer les compétences, l'expertise des personnes proches aidantes, mais aussi assurer du mentorat auprès des professionnels de la santé. Il y a de la formation là, qui va être importante d'aller faire dans les prochains temps. Dans l'évaluation des besoins, on veut vraiment changer la vision utilitariste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va souvent vous proposer, en fait, on va souvent vous dire « Ah, ben moi, j'offre du soutien aux proches aidants parce que je leur donne une formation sur comment bien lever la personne, comment l'habiller, comment communiquer avec une personne à Alzheimer. » C'est vrai que ça va vous aider dans le quotidien, on ne va pas nier ça, sauf que c'est une vision utilitariste. Dans le fond, on vous donne du soutien pour être un meilleur proche aidant, pour être sûr que vous donnez des soins de qualité à la personne que vous aidez. On ne va pas vous donner du soutien pour vous-même. Et c'est là où nous, on veut changer les choses. Et ça, ça vient vers l'idée de
vous devez être reconnu comme un usager du réseau de la santé de la même manière que l'usager est lui-même reconnu. Vous devez avoir un dossier électronique auprès du réseau de la santé qui est relié avec votre dossier patient d'une manière ou d'une autre. En tout cas, pour faire en sorte que quand vous arrivez dans le réseau de la santé pour vous-même et que vous dites « j'en peux plus, je suis fatigué, je suis déprimé », que le médecin, au lieu qu'il vous donne un antidépresseur, il voit que « ah, mais vous êtes proche aidant, est-ce que ça va bien? Est-ce que la personne, sa situation a changé? Est-ce que vous auriez besoin de plus de soutien? » etc. etc. Et ça, ben, ça va aller vers améliorer aussi le référencement et assurer l'autoreconnaissance. Et au niveau du référencement et l'autoreconnaissance, on a fait un sondage qui va prochainement être publié où on demandait aux personnes proches aidantes qu'est-ce qui, dans le fond, vous a aidé à vous reconnaître comme proche aidante. Et pour 54% d'entre elles, c'est le fait qu'un professionnel de la santé leur a dit qu'ils étaient proches aidants. Et 19% ont vu une campagne publicitaire, 22% l'ont découvert par Internet. Donc, on voit que l'impact des professionnels de la santé est énorme. Et pour 47% des personnes proches aidantes, ils sont allés chercher du soutien dans le réseau de la santé ou des organismes communautaires parce qu'un professionnel de la santé les a aidés dans cette démarche-là. Fait qu'on voit qu'il va vraiment avoir besoin là, de formation et d'aider aussi les professionnels de la santé à tenir ce rôle-là de référencement. Et puis, bien sûr, ben, on ne peut pas évaluer les besoins de la personne si on ne lui offre pas de service. Donc, il va y avoir différents services à améliorer ou développer. Le soutien psychosocial, le répit, la relève, le transport adapté, l'hébergement temporaire. Bref, il y en a une liste très, très, très longue. Ce qu'il va aussi falloir faire, c'est harmoniser les services entre les régions, entre les paliers et entre les personnes proches aidantes parce que les parents d'enfants handicapés, par exemple, ont le droit de s'employer eux-mêmes sur le chèque emploi-service, mais pas le conjoint d'une personne aînée. Donc, il y a beaucoup de choses là qu'il va falloir améliorer, mettre sur la table, évaluer pour pouvoir vraiment bonifier et rendre, je dirais, harmoniser entre toutes les personnes concernées. Enfin, ben, c'est sûr qu'il faut un système de santé efficace parce que si par exemple on fait un silo, donc vous devenez le proche aidant d'une maladie, donc Alzheimer, tel proche aidant, vous avez le droit à tel service de telle manière versus déficience intellectuelle, ben là, imaginez que dans 10 ans, vous êtes encore la proche aidante de votre fille qui a une déficience intellectuelle, mais vous êtes aussi devenue la proche aidante de votre mère qui a Alzheimer. Fait que là, vous allez juste comme passer d'un système, d'un lieu de santé à un autre, puis vous allez perdre un temps fou et vous n'allez même pas avoir les mêmes services. Donc là, il faut vraiment éviter ça. Et puis, c'est sûr que les services pour la personne que vous aidez, le fait d'avoir ces services-là va avoir un impact majeur sur les proches aidants. Il y a tous ces services qu'il va falloir améliorer, l'hébergement, les soins à domicile, le soutien à l'adaptation pour des programmes spécifiques, la santé mentale, l'autisme. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail et que cette loi-là, c'est vraiment qu'un premier pas vers beaucoup de concertation et de travail à faire là, et pas juste avec le ministère des Aînés et des proches aidants. Enfin, le principe 4, je vous en ai rapidement parlé, la lutte contre l'appauvrissement. Il y a la compensation des coûts directs, donc par des subventions peut-être, par des allocations. Il y a en fait l'idée de maintenir, par exemple, les cotisations à la Régie des rentes ou de faire en sorte qu'on puisse quand même avoir droit à ces assurances complémentaires quand on passe à temps partiel au lieu de temps complet parce qu'on est proche aidant. Il y a l'idée d'ouvrir l'admissibilité à des indemnités d'accident de travail quand on se blesse parce qu'on prend soin d'un proche. Donc, il y a différentes choses en fait qui sont possibles. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est lesquelles seraient les plus efficaces et quels critères mettre parce que c'est pas vrai qu'un proche aidant qui vient une fois de temps en temps aura le même besoin que quelqu'un qui est là 24 heures sur 24. Dans la lutte à l'appauvrissement, on parle aussi de tout ce qui est la conciliation de proche aidance travail-études. Les lois des normes du travail ont été changées en 2018, mais c'est très, très faible ce qu'il y a pour les personnes proches aidants. Les prestations d'assurance emploi pour les proches aidants et la prestation de compassion au niveau fédéral,
très peu de proches aidants l'utilisent parce que les critères sont beaucoup trop stricts. Pour les étudiants, pourquoi pas avoir une bourse d'études quand on est proche aidant, même si on est à temps partiel. Donc, il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire. Mais pour nous, ce n'est pas juste de faire ce travail-là auprès des employeurs ou des institutions d'enseignement. Le gouvernement doit être un levier là-dedans, doit vraiment favoriser la mise en place de politiques à ce niveau-là. Sur le savoir et le leadership, j'en ai un peu parlé, mais l'idée, c'est de l'observatoire, tant qu'à nous, comment nous, on voit les choses, c'est pas juste de créer des savoirs, c'est aussi de s'assurer qu'il y a des synergies entre les différents milieux, que ça soit utilisé, ces savoirs-là, et qui répondent réellement aux besoins sur le terrain, tant des organismes communautaires que des proches aidants. Donc voilà, ça fait le bout de ma présentation. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. On a beaucoup d'informations disponibles, on a beaucoup de petites vignettes, de statistiques. Et puis, on fait régulièrement la Semaine nationale des proches aidants, où là, on est en train de travailler sur tout ce qui concerne la prestation de relance économique pour les proches aidants, là, parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes, fait qu'on fait des campagnes là, de défense des droits à ce niveau-là, fait que n'hésitez pas à nous suivre. Mais merci beaucoup, Madame Perrault. Merci beaucoup, Madame Gay, pour vos deux présentations qui étaient vraiment complémentaires. Vraiment un gros merci. Et on a déjà quelques questions qui ont commencé à se poser dans le chat. Donc, je pourrais commencer par lire les questions dans le chat, puis on voit jusqu'où on se rend, puis après, éventuellement, si on a le temps aussi pour des questions à l'oral. Je ne sais pas si ça vous va comme fonctionnement. Alors, si je vais au début, je vois Marguerite qui pose une question sur est-ce que l'impact, la loi 56 pourrait avoir un impact sur le rapprochement entre un proche aidant et son aidé qui est placé en CHSLD, qui soit dans le même territoire au niveau du code postal. Est-ce que c'est quelque chose sur quoi la loi, le projet de loi 56 pourrait avoir un impact? C'est pas le projet de loi en tant que tel qui va avoir un impact que la politique ou le plan d'action. Et c'est vrai que dans le plan d'action, il va y avoir différentes mesures qui vont être mises en place. Est-ce qu'il y aura ce type de mesures-là? Ça va dépendre aussi de justement des organismes, les proches aidants qui participent au comité des partenaires, qu'est-ce qui soulève comme problématique, comme besoin. Fait que c'est un très bon, une très bonne revendication d'ailleurs là. Effectivement, je comprends le point. Alors, j'ai une autre question concernant l'impact justement que le projet de loi 56 pourrait avoir sur les résidences privées aussi, les résidences privées pour aînés. Donc, c'est une question de Nadine. Ils disent que les résidences privées pour aînés disent ne pas avoir à fournir des informations à propos de leur fonctionnement, priorité, changement de personnel, parce qu'elles sont une entreprise privée. Donc, elles n'ont pas à rendre compte aux proches aidants. Est-ce que la loi 56 pourrait forcer une plus grande transparence de la part des résidences privées pour aînés? Et en fait, si vous me permettez, c'est une loi d'application générale. C'est une loi qui s'applique au Québec. Les résidences privées nous disent déjà, quand on demande l'accès aux renseignements, la loi sur l'accès aux documents publics ne s'applique pas à nous. Ça, c'est vrai, parce que la loi sur l'accès aux documents publics et à la protection des données personnelles ne s'applique pas à eux. Mais il y a une loi privée, une loi sur la protection des renseignements personnels qui s'applique à eux. Mais ici, on parle d'une loi qui est assez fondamentale au niveau des droits, qui développe le respect envers la proche aidance. Et les résidences privées pour aînés ne pourront pas se cacher derrière le fait que nous, on est privé, ça ne s'applique pas. Ça, ce n'est pas vrai. Ça ne pourra pas, d'une part. D'autre part, quand le questionnement, je n'ai pas très bien compris la question peut-être, là, mais d'avoir accès à des informations sur la sélection du personnel ou sur les finances, mais ça, c'est des sources d'informations qu'on peut demander à une résidence personne âgée, une RPA, sans nécessairement, en passant par d'autres lois.
en quoi est-ce que le projet de loi 56 qui reconnaît les proches aidants devrait avoir comment est-ce que ce projet de loi-là pourrait avoir un impact sur ces résidences-là? Nous, on l'a déjà vu dans le sens suivant, des personnes qui se faisaient refuser l'accès. Tout à l'heure, Mélanie parlait d'une carte d'entrée. On a eu des personnes qui disaient, pourquoi elle est reconnue comme proche aidant alors que c'est juste une visiteuse? Alors, tandis que moi, je suis une proche aidante, puis moi, je devrais être reconnue. Alors, il va y avoir des subtilités dans l'application de la loi. Puis les établissements privés ne pourront pas dire, moi, je ne vous reconnais pas. Ça ne pourra pas se faire ainsi. Mais si on veut aller chercher des informations plus pointues sur les finances d'une entreprise privée, il y a d'autres façons de le faire. Si on veut forcer une résidence privée à reconnaître que, par exemple, elle doit se doter d'une politique de reconnaissance, qu'elle doit respecter la politique nationale, oui, on va pouvoir le faire. Ils ne pourront pas se dire, nous, on est soustrait. D'ailleurs, le projet de loi mentionne aussi qu'on étale la possibilité, on agrandit les pouvoirs du ministre de faire enquête dans les établissements privés. Donc, c'est fini, ça, cette idée-là que les établissements, des entreprises privées peuvent se cacher. Bon, il fait face tous les jours, là, ça va continuer. Il faut juste trouver les moyens légaux de pouvoir adresser la question puis faire valoir ses droits à ce niveau-là. Là. Des fois, il faut y aller avec un coup de semonce, avec une lettre, avec une mise en demeure, mais il faut le faire. Je pense qu'il y a une loi qui peut aider les proches aidants aussi dans ces démarches-là, c'est la loi 18 qui vient faire le mandat de protection. Ça veut dire qu'il y a aussi l'idée de... j'ai perdu le mot, mais... il y a le mandat de protection, mais il y a aussi une façon de faire où la personne, l'aîné, vous délègue pour faire certaines tâches administratives que dans ces cas-là, c'est pas vraiment parce que vous êtes proche aidant, vous pourriez juste pas vraiment vous occuper de cette personne, pas lui donner de soins ni rien, mais exceptionnellement, elle vous délègue, elle vous donne une procuration pour faire merci procuration, pour faire certaines démarches. Et dans ces cas-là, les mêmes démarches que disait Maître Gay, vous pouvez les faire à la place de la personne aînée. Donc ça, c'est peut-être un lien à explorer là. Juste pour compléter là-dessus, Mélanie fait référence au projet de loi 18 qui a été adopté en juin aussi, mais qui va rentrer en vigueur en 2022. Alors, c'est une transformation significative de tous les régimes de tutelle et curatelle. Et ça va innover aussi. Puis je pense que Haïdoun et le RAJ seraient intéressés de voir quelles innovations, quels changements significatifs, très importants que ça va apporter. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais déjà, de toute façon, on peut déjà désigner un mandataire, puis ce mandataire-là peut aussi considérer qu'il y a des pouvoirs, mais ici, on ne parle plus de mandataire, on parle de la personne proche aidante qui a une reconnaissance pour s'assurer pour être reconnue elle-même. Mais ce qu'on va vouloir faire, c'est lui donner aussi des pouvoirs et pas seulement des droits, mais des pouvoirs aussi de parler pour la personne. Donc ça, on parle de représentation. Puis là, aujourd'hui, on n'a pas ça en matière de personnes. On a ça en matière de procuration, donc l'administration des biens, mais là, c'est plus nécessairement le proche aidant. Puis c'est donc le procureur ou le mandataire, ouais. Merci. Alors là, j'ai une question de Zaïda qui demande: peut-on envisager une politique de remplacement du revenu pour un proche aidant qui doit quitter son travail? En fait, il existe déjà des remplacements de revenus provisoires, c'est-à-dire qu'il y a la prestation d'assurance emploi de congé pour proche aidant, c'est 15 semaines d'assurance emploi, donc 573 $ maximum par semaine. Et il y a la prestation de compassion
qui est le même montant, mais pour 26 semaines quand la personne qu'on aide est en fin de vie. Le problème de la première prestation, la prestation de congé pour proche aidant, c'est qu'elle ne s'applique que quand votre proche est gravement malade ou blessé, gravement blessé. Donc, par exemple, si vous prenez soin de votre frère adulte qui a une déficience intellectuelle, puis là, il doit changer de lieu d'hébergement, fait qu'il est déstabilisé, il est désorganisé, vous avez besoin d'être plus présent, peu importe, vous n'y avez pas droit. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est une allocation. Ça veut dire que ce serait une allocation qui pourrait, si elle est reliée au travail, on voudrait qu'elle soit comme modulable. Ça veut dire que si vous décidez de quitter 100% de votre travail, l'allocation, vous avez 100% de l'allocation. Si vous réduisez vos heures, ben, l'allocation complète les heures que vous ne faites pas. Ça permettrait, parce que le travail, c'est pas parce que je suis pro-travail, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte sur différentes recherches que le travail sert de répit aux personnes proches aidantes. C'est comme un lieu où on parle d'autre chose que de proches aidants. C'est comme un lieu où on se sent compétent, où on sent on peut faire autre chose. C'est que le travail est important pour l'équilibre, le bien-être aussi, pas juste pour une question de salaire. Et donc, on veut favoriser, pour ceux qui le souhaitent, le travail, mais on veut aussi qu'il y ait une allocation pour, par exemple, un étudiant qui est proche aidant, un retraité qui est proche aidant. Toutes ces personnes-là qui, eux, n'auront pas de revenus de travail, et ben, ils ont quand même les dépenses, ils font quand même un travail invisible, fait que nous, c'est vraiment l'idée de cette allocation-là. Et ça viendrait, dans le fond, remplacer le revenu perdu pour ceux qui étaient au travail, mais ce ne serait pas seulement pour ceux qui étaient au travail. Alors, j'avais aussi un commentaire sur la période après la post-aidance, en fait, de Diana, qui proposait que pourrait être élaboré dans la politique, définir des critères pour déterminer la durée après laquelle une personne n'est plus considérée comme proche aidante après le décès. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir sur ce commentaire. Ben, vous dites après le décès, mais ça peut être après la période d'aidance. Comment ça va se définir? Il va falloir qu'ils définissent des critères. Les réalités sont tellement différentes de l'une de l'autre. Comment les gens vont se qualifier au soutien après la période d'aidance? Tout ça va devoir être discuté, tout ça va devoir être... les réflexions vont devoir être mises en commun. Il y a tellement de réalités. Puis, comment ça va s'élaborer? Je pense qu'on va souhaiter que l'Observatoire contribue, on va souhaiter que le RAN contribue, que tous les groupes, les organismes non gouvernementaux contribuent pour déterminer qu'est-ce qui sera approprié comme critère. Comment on va déterminer ça? Déjà, on a des gros... c'est toujours difficile la durée, de toute façon. Mais il va falloir y arriver parce que la loi le reconnaît. Alors, il va falloir trouver une réponse à ça. Oui, mais là, on ne l'a pas aujourd'hui. Ça va venir avec la politique nationale, probablement, le premier. Ils ont 6 mois. Donc, 6 mois de l'adoption. Ça veut dire qu'on surveille ça fin mars, je pense. Puisqu'on c'est entré en vigueur le 28 octobre. Donc, fin de mars, on va avoir la première politique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la post-aidance, c'est comme une réalité qu'ils ont découvert au moment des auditions liées au dépôt à l'étude de la loi 56. Moi, j'étais là aux auditions, je les ai toutes regardées, c'est des heures et des heures. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus parce que la plupart des députés n'avaient jamais envisagé la post-aidance avant. Fait que c'est quelque chose de tellement nouveau que ça va prendre des discussions. Et puis après, pour la petite anecdote, avant de faire la loi, ils ont fait une concertation auprès de 200 organismes différents. Et moi, j'étais assise avec quelqu'un du ministère des Finances à ma table de concertation. Et on discutait de justement la définition de proche aidant. Et comme vous voyez, nous, on veut une définition large pour que les gens se reconnaissent, pour inclure toutes les situations de vie. Et c'est finalement ce qui a été adopté dans la loi, fait qu'on a été agréablement surpris. Mais la personne du ministère des Finances me disait « Oui, mais moi, je ne vais pas donner de l'argent à tout le monde.
Fait que c'est quoi le critère que vous me dites? C'est combien d'heures? Puis là, j'étais comme, mais vous pouvez pas parler d'heures. Je veux dire, vous punchez pas en tant que proche aidant à l'arrivée puis à la sortie. Puis il y a toutes les heures que vous faites sans le savoir, là, le soutien psychologique, que vous êtes même peut-être pas physiquement avec la personne, mais par téléphone, mais c'était vraiment ça. C'était, OK, ben si c'est pas les heures, c'est quelle tâche? Puis si c'est pas... Fait que c'est sûr que là, on a une définition large qui vise la reconnaissance, mais dans la politique, dans le plan d'action, il va falloir s'attendre à avoir des critères qui vont restreindre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans le fond, les critères changent. Par exemple, c'est vrai que ce n'est pas tous les proches aidants qui ont besoin de soutien financier tout de suite. Donc, il y a des critères pour le soutien financier, mais que ce ne soit pas forcément les mêmes que les critères pour le soutien psychosocial ou le répit, parce que les besoins diffèrent, fait qu'il va vraiment falloir... Et ça va être tout un travail qui va être un travail de ping-pong entre les organismes, les proches aidants qui vont s'impliquer, les niveaux politiques, des avocats ou des juristes qui vont regarder aussi si c'est conforme à la loi, non discriminatoire, etc., etc. Fait que ça va être quand même très intéressant, mais pas mal, ça risque de brasser fort là, à certains moments. Là. Est-ce que le CLSC va demeurer maître de décider quelle aide économique, etc. nous pourrons avoir? Et tout dépend si nous demeurons dans un quartier où la population est vieillissante. C'est de Paul Giguère. Les CLSC, dans un premier temps, il faudrait qu'ils réalisent que les personnes proches aidantes sont des partenaires. Ça, c'est la première des choses. Ça serait déjà un bon point. Ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Ensuite de ça, la formule actuelle, ça ne change pas la formule actuelle du chèque emploi-service. Vous savez, ces gens-là, ils sont habituellement, puis là, ce n'est pas des reproches, mais c'est une mentalité, c'est une culture. On est des professionnels, on s'y connaît, on sait qu'est-ce qui est le mieux pour la personne aidée. Alors, il va falloir, comme Mélanie le suggérait, former les professionnels de la santé. Mais ça ne va pas faire des chavirements comme ça tout d'un coup, mais ça devrait faire chavirer les mentalités dans la mesure où on les forme puis on leur indique vous ne pouvez plus travailler en silo, vous ne pouvez plus travailler comme étant les seuls à décider pour la personne. Le CLSC, on va devoir continuer va devoir s'ouvrir davantage vers l'implication des personnes proches aidantes. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça va changer toutes les règles au niveau du chèque emploi-service, tout ça? Non, c'est pas là que ça va se passer. Mais dans la reconnaissance, puis comme le mentionnait Mélanie, ce n'est pas de pallier au manque de services, mais c'est d'être reconnu puis d'être soutenu. Fait que là, tu es partenaire, mais tu es soutenu, tu es écouté puis tu es soutenu en plus. C'est là où, moi je disais tout à l'heure qu'il faut se tenir debout puis se considérer utile puis reconnu aussi. Ouais. Merci tout le monde. Donc, je remercie nos conférencières, Madame Gay, Maître Gay et Madame Perrault. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Merci à tout le monde, aux proches aidants qui sont là, aux proches aidantes qui sont là. Merci aux intervenants, aux gestionnaires. Merci à mes collègues qui ont travaillé fort pour l'organisation de cette soirée.